Alors, c'est un peu la suite de la présentation précédente. Je passe à l'étape d'après, qui est de montrer en fait les relations qu'il y a et surtout les relations de mauvaise aloi qu'il peut y avoir entre la notion de probabilité et la notion de décision en passant par la vraisemblance. Alors, si on aborde la notion de probabilité et de décision, on va des exemples typiques. Où retrouve-t-on les deux en même temps? La plupart du temps, on utilise les probabilités pour asseoir des décisions de publication. On voit les traditionnels petits p, qui sont des probabilités qui permettent de dire qu'il y a quelque chose qui se passe. On voit ici la discussion que l'on peut avoir autour de la valeur de ce petit p pour dire si la décision de quelqu'un est vraie ou fausse. On voit ici la possibilité d'utiliser le petit p pour essayer de graduer des résultats, les hiérarchiser en fonction de la qualité des résultats. Et puis quelque chose ici, là, j'étais vraiment bluffé par la présentation de Rémi il y a quelque temps, parce que Rémi, en faisant ça, faisait littéralement des vers sans le savoir, et je ne parle pas de parasitologie. C'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est mon livre, ça. Cette prestation-là, parce que c'est Planche qui l'a présentée. C'est mon livre. Là, c'est génial ce qu'il y a dedans. Alors, on va savoir pourquoi. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ouais, on va savoir pourquoi. Je vais m'amuser comme un petit fou avec ça. Alors, la probabilité, en fait, d'emblée, dès qu'elle est née, d'abord, il n'y a pas eu de naissance ponctuelle à la probabilité. C'est pas vrai, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas en particulier, pas Pascal, qui, au moment de son courrier à Fermat, a inventé la probabilité, cette notion. C'est pas vrai. Il y a eu plusieurs tentatives parallèles qui ont eu lieu dans les 10 ans autour de 1660, et avec, globalement, 3 orientations différentes. La première orientation traditionnelle, c'est la notion que l'on voit maintenant de probabilité au sens de jeter du dé. La notion du gain, la notion de la probabilité liée à l'aléa. La deuxième façon de voyager les statistiques et la probabilité, en fait, c'était dans le cas de la vraisemblance de l'association des nombres à des décisions. En fait, des fréquences à ces décisions. Et c'était la publication de John Groth sur l'utilisation des statistiques de mortalité en association avec d'éventuels, maintenant, risques possibles. Et puis la troisième, le mathématicien Ken Leibniz, dont les parents étaient en fait des juristes, qui a essayé d'appliquer la notion, cette fois-ci, de vraisemblance, de pondération, de plausibilité à la décision juridique, à l'assertion juridique. Et il a ainsi construit tout un corpus, en fait, de vraisemblance et de calcul sur les vraisemblances. Ça, c'était la naissance. Et après, on se rend compte que, dès cette naissance, la probabilité est comme Janus. Elle a 2 visages. Un premier visage dans lequel, en fait, c'est l'aléa. Ce qu'on connaît maintenant en termes de proba, d'événements. Les probabilités associées à un événement, tout ce qui est la statistique. Mais un autre visage, en fait, qui est l'attribution d'un niveau de croyance à une assertion, à une connaissance. C'est la notion d'épistémologie au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire science des connaissances. Mais le problème, c'est que ce Janus a donc ces 2 têtes, mais est-ce que ces 2 têtes, en fait, ont un même cerveau? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moyen, est-ce que la relation entre la notion de probabilité, l'aléa, et la notion de dire, cette connaissance est vraie ou fausse, c'est ça, avec certaines pondérations, est-ce qu'on a le droit de faire le lien avec les deux? C'est exactement ce que doit faire une publication. C'est ce que doit faire une démarche diagnostique. À l'origine, qu'est-ce que l'on a? En fait, ça a commencé vraiment la première mise en place de tout cela de façon pragmatique, a été le couple infernal Laplace-Gauss, qui ont utilisé les fréquences d'observation de valeurs pour en déduire la vraisemblance de la mesure de cette valeur. En fait, ils faisaient de l'astronomie. Ils voulaient connaître les trajectoires des astres. Et comme il y a des incertitudes dans les mesures, ils voulaient savoir comment ils ont trouvé des méthodes pour essayer d'utiliser les variabilités dans différentes mesures d'ascension des astres pour en déduire la vraie trajectoire. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils sont partis d'une distribution et ils ont utilisé cette distribution d'observation comme probabilité, comme mesure de vraisemblance, de façon à pouvoir prendre une décision sur la vraie mesure d'une valeur, en sachant ce qui est le plus probable, la moyenne, et ce qui peut être exceptionnel. Et à partir de là, ça a été étendu, ça a été repris par les statistiques, parce que vous voyez dans les tests statistiques, c'est-à-dire que, vous voyez Fischer, la démarche qui est faite, on voit une distribution, on a un événement qui a lieu, on a des mesures, des distributions de ces mesures, et on peut prendre par exemple une distribution d'un écart entre 2 moyennes, et on regarde comment cet écart entre les moyennes fluctue, et prend une décision en termes de probabilité d'observation de l'écart
qu'on a pu mesurer, disant c'est vraisemblable ou c'est invraisemblable et je considère qu'elles sont différentes. Mais il faut ça. Dans les deux cas, que ce soit démarche de Fisher, démarche d'Eman-Pearson, la démarche était le même. On utilise cette vraisemblance pour prendre une décision. Toutefois, je vous rappelle que dans ce cas-là, P en réalité, c'est tout sauf une valeur réellement objective. Il faut que vous retiriez de la tête que le petit p d'un test statistique, chose de vraiment objectif. C'est une mesure de vraisemblance, une plausibilité, c'est une probabilité subjective sur le fait, dans le cas de Fisher, d'accepter ou non l'hypothèse nulle. Et en fait, qu'est-ce que nous dit Janus? Janus nous dit, là, en utilisant un test statistique, on a fait une tentative, essayant de voir s'il était possible, en essayant de faire le lien entre d'un côté la probabilité, de l'autre côté, une décision, qui est de dire, il y a différence, il n'y a pas de différence. Mes patients sont guéris ou ils ne sont pas guéris par un traitement thérapeutique. Mais, rappelez-vous le cours précédent, la décision, on a vu qu'elle pouvait être considérée comme étant très fallacieuse. Il y a beaucoup de discussions parce que beaucoup de choses sont douteuses, ne sont pas reproductibles. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'il faut savoir, je répète là, c'est que le petit p est tout sauf une mesure probante, c'est une mesure de preuve. Le mot probante, c'est ça. Alors, première chose qu'il faut savoir, qu'il existe un paradoxe. Le paradoxe de Jeffrey Linley. Ça a été découvert par Linley et mis en musique par Jeffrey dans les années 70, Jeffrey en 57. Qu'est-ce que cela dit? Cette paradoxe dit que vous faites un test, vous dites que votre test est significatif au risque alpha de vous tromper, mais quand on fait une étude post-hoc derrière, vous pouvez avoir une probabilité de 1 moins alpha pour que l'hypothèse nulle soit toujours vraie. En gros, vous dites, j'ai 5% d'erreur de me tromper quand je dis qu'il y a différence, mais en réalité, il y a 95 chances sur 100 pour qu'il n'y ait pas de différence. C'est ce que dit ce paradoxe. C'est complètement fou. Alors pourquoi? Et quel est un exemple même? Oui, ça c'est un exemple d'ailleurs qui a été fait dans le cadre de l'étude des grands nombres, le cas data mining. Les gens ont voulu tester, voir un peu si on pouvait utiliser le petit p dans le data mining et ont voulu faire un petit benchmark. Ça, c'est la distribution du petit p dans le cas d'hypothèses nulles et dans quelques alternatives pour quelques milliers de tests de quelques milliers d'individus. On voit bien que la distribution du petit p est linéaire ici. On voit bien la différence distribution du petit p ici. On voit bien qu'à partir de là, le petit p du rejet de H0 est supérieur au petit p de l'acceptation de H0. C'est ce que dit un test statistique traditionnel. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont multiplié par 10. Même expérience en multipliant par 10. Donc de l'ordre de 500 échantillons de 1000 individus testés 1000 fois. Le résultat, regardez, distribution petit p, c'est la même. Distribution petit p, l'hypothèse, rejet d'hypothèse nulle, c'est pas du tout la même. Tout le p est concentré ici. Regardez ici les échelles. Ce qui veut dire que jusqu'à quasiment 1 pour 10 000, la probabilité d'avoir H0 est supérieure que la probabilité de rejeter H0. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites une conclusion à 5%, vous avez toutes les chances de trouver une différence, de dire qu'il y a une différence, alors qu'il n'y en a pas. Vous plantez complètement. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup ont proposé d'accroître la valeur du petit p, ces physiciens en particulier, jusqu'aux physiciens qui ont récemment, avec l'affaire avec le CERN, ont poussé le seuil du petit p à 5 sigma. 5 sigma, c'est 2,7 10-7. Vous voyez quelle valeur, quel seuil de travail. Vous vous rendez compte? Alors, à face de ça, quel est le problème? C'est parce qu'en réalité, on prend une décision sur une valeur. Quelle est la validité de prendre une décision sur une seule valeur? Il n'y a pas de contexte, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à côté de ça? On a une solution. C'est utiliser du bayésien. C'est-à-dire qu'on va contextualiser l'observation en fonction de son environnement, en fonction d'a priori que l'on a, de logique que l'on peut avoir derrière. Ça, c'est la fameuse théorème de Bayes. D'ailleurs, ce n'est pas Bayes qui l'a publié puisqu'il est décédé avant. Et voilà ce que ça signifie. Ça veut dire qu'en réalité, quand on prend une décision, une probabilité, on calcule par rapport à quelque chose.
Par exemple, la probabilité d'être près de l'océan, sachant qu'on a ramassé un coquillage, c'est égal en effet à la probabilité de ramasser un coquillage, sachant qu'on est près de l'océan, tenant compte de la probabilité qu'on soit près de l'océan, la probabilité qu'on ait de ramasser un coquillage. On contextualise l'ensemble. Et ça, c'est ce que l'on voit en particulier ici, où on a typiquement ce genre de probabilité. Bon, probabilité ici, c'est une vraisemblance, et qui est contextualisée en fonction de l'environnement. Alors, ceci applique à décision clinique, ben, elle est claire. Dans ce cas précis, qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'il a fallu essayer de tester la probabilité d'avoir un certain agent compte tenu de l'âge du patient. Et si on applique Bayes, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité de l'âge, sachant qu'on est un agent, donc tel agent, on prend un agent, on regarde la distribution de l'âge des patients pour cet agent, et puis on la multiplie par la probabilité que l'individu ait cet agent, que 10 probabilité de l'âge, bon ben ça, l'âge est quasiment certain, donc voilà en gros à quoi ça ressemble. La probabilité qu'un patient ait un certain agent compte tenu de son âge, c'est égal à la probabilité qu'on ait cet âge pour cet agent, ou la probabilité d'avoir cet agent chez ce patient. Voilà ce que dit ce genre de choses. Et c'est ce qui est fait là, en réalité. Maintenant, appliquer la statistique, qu'est-ce que cela donne? Et alors là, voilà où la plupart des gens se plantent. Alors, on remplace agent par H, on place H par les données que l'on recueille. Ça, c'est donc base brute de décoffrage. Sachant que, pour des données que l'on a, bon, elle est pratiquement une, donc on a ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'appliqué à l'hypothèse H0, ce qu'on veut avoir, nous, comme conclusion en tant que chercheur, c'est qu'il y a la probabilité de mon hypothèse, sachant que j'ai observé certaines choses. Donc la probabilité d'avoir H0, sachant que j'ai mon lot de données sous la main que j'ai récupéré. Ben, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité la probabilité d'avoir ce lot de données, sachant qu'on est en H0, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le petit p du test, que multiplie la probabilité, une probabilité a priori de distribution, de correspondance de ces données avec H0. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passe, la plupart des gens font un saut magistral en disant j'ai une probabilité d'avoir ces données sachant que j'ai H0, et directement je dis petit p, c'est mon hypothèse rejet de H0, donc je sais quelle probabilité j'ai d'avoir H0. Faux. La discussion, il faut mettre ceci. Voilà pourquoi la plupart des gens se plantent, parce qu'ils mélangent ces deux probas. Et ça, les publications, il faut faire attention. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on a cette idée-là, on a cette hypothèse, on a des probabilités à l'avance. L'exemple même, vous voulez une probabilité liée à un lancer de pièces ou un lancer de dés, la probabilité a priori, c'est la probabilité que le dé soit pipé, ou que la pièce n'ait pas la même poids sur les deux faces. La probabilité a priori pour une pièce, c'est de 0,5, 0,5. La probabilité a priori pour un dé, c'est 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième. Et qu'on peut modifier ensuite. Mais si on n'a pas cette connaissance, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de distribution connue a priori? Eh bien, il existe quelque chose qui nous permet de généraliser l'inférence bayésienne. Ça a été inventé par M. Dempster, et ça a été étendu par Schaeffer. Si on a uniquement quelques valeurs connues, ou s'il est possible d'avoir des données de vraisemblance, des données subjectives à nos observations, alors on peut travailler non pas sur une proba, rappelez-vous que c'est ça le problème, mais sur deux probas. Le principe de Dempster-Schaeffer, c'est de dire que je vais travailler avec deux probabilités, une probabilité minimale, une probabilité maximale d'avoir raison ou tort. Comment est-ce qu'on les calcule? À quoi correspondent? C'est très simple en réalité. D'un côté, vous avez tout ce qui est en faveur de votre conclusion. Tout ce qui vraiment va avec. Et l'autre côté, c'est tout ce qui contredit votre conclusion. Vous avez donc une probabilité qu'on appelle la croyance. C'est la probabilité calculée sur l'ensemble des arguments qui sont en faveur de votre conclusion. D'un autre côté, vous avez l'incroyance. C'est-à-dire, ici, c'est la probabilité, cette partie-là, de tout ce qui est contre votre conclusion. Et la plausibilité, c'est le 1 moins contre. Et on travaillera sur ces deux probabilités, croyance et plausibilité. Alors, ça a été récemment mis en place dans des tests
dans un test statistique d'analyse canonique, logistique, pardon, mais globalement, ça n'a jamais été réellement totalement accepté par les statisticiens. Pourquoi ? Vous voyez une probabilité, vous là ? Il n'y a pas de proba. Donc un statisticien, il n'y a pas de proba, je ne veux pas savoir que ça existe. C'est très simple. Donc c'est purement des maths, purement de la logique. Alors, où est-ce qu'on rencontre ça ? Regardez, là c'est l'exemple même. Le pour belief contre disbelief. C'est typiquement un raisonnement médical. Et quand vous avez les deux qui convergent, il n'y a pas de problème. Et lorsque les deux ne convergent pas, la distance qui est entre les deux, c'est qualifié comme étant une mesure de l'incertitude. Et c'est vrai que plus vous avez de divergence entre la croyance et la plausibilité, et plus vous avez une incertitude. Donc toute la démarche diagnostique, la démarche de déduction, la démarche de construction d'une conclusion à partir de vos résultats de recherche, ça sera de travailler à la fois sur ce qui est en accord, ce qui va abonder dans votre conclusion, et sur ce qui est contre. Et n'oubliez pas qu'il y a les deux, il faudrait qu'il y ait les deux. Pour terminer en conclusion, alors, Laplace, en continuant avec ses mesures, il a rédigé ce qu'on appelait a posteriori, ce qu'on appelle le démon de Laplace, qui est de dire, si on avait les moyens de tout mesurer, alors on pourrait tout prévoir, on pourrait tout modéliser. Ce qui est une énorme bêtise, et on le sait de plus en plus. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de recherches en physique, de plus en plus de recherches en mathématiques montrent que l'univers lui-même est indéterministe. La probabilité est partout. L'indéterminisme est partout. En réalité, je réponds à Didier, Popper dit bien que du moment que vous avez en quelque sorte un grain d'indéterminisme quelque part, tout ce quelque part devient déterministe. Donc, or, on est en train de montrer que le temps lui-même produit naturellement de l'aléatoire, ce qu'on retrouve dans les quanta. Et qu'au total, ce qu'on pense être du déterminisme n'est rien de plus que la conséquence du processus de mesure. C'est une apparence. Le déterminisme, tout est indéterministe, tout est en proba, tout est variable. Et ce qui vous apparaît, vous, comme étant quelque chose de déterminisme, c'est simplement une conséquence apparente du simple mécanisme qui est de faire une mesure, de mesurer quelque chose. En gros, l'univers, il est bien gentil, il est bien poli, il prend la valeur parce que vous souhaitez qu'il ait une valeur. Mais en dehors de ça, il est indéterministe. Voilà, je vous remercie.